Bonjour Stéphane. Salut Mario. On a déjà eu des défilés de la Coupe Stanley, ben, ça fait longtemps, ça fait un bout de temps, mais des défilés de la Coupe Stanley. 1993, Mario. Ouais, 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 Juin ouais. 1993. Qui ont mal tourné ou qui ont tourné au vinaigre un petit peu, mais là, c'est un autre niveau ce qui est arrivé à Paris en fin de semaine, là, avec la victoire du Paris Saint-Germain. Oui, je vais t'en parler dans quelques instants, mais on peut peut-être commencer quand même par parler de l'événement sportif. Ça reste que c'était un Lui-même, ouais. match extraordinaire. Je ne sais pas si tu l'as regardé. Très Non. beau match de soccer, 5-0 pour les Français, une équipe revigorée qui était celle des grandes vedettes de Mbappé, un des joueurs les mieux payés de l'histoire. Et pourtant, ceux qui ont gagné pour la première fois depuis que ce club de soccer, de foot, comme on dit ici, a été créé en 1970. C'est la première fois qu'il l'emportait en Ligue des champions. Alors ça, c'est comme une Coupe Stanley survitaminée où on retrouve toutes sortes d'équipes légendaires pour ceux qui suivent le foot. Évidemment, les équipes de Milan, l'Inter, l'AC, la Juventus, Manchester United, l'Ajax. Évidemment, les équipes espagnoles, Barcelone et puis le Real Madrid, qui a été 18 fois en finale de la Ligue des champions, l'a remporté 15 fois. Et là, donc, une équipe, la deuxième plus jeune de l'histoire à remporter la Ligue des champions et qui justement fait la démonstration de ce que ce n'est pas une affaire de vedette, mais une affaire de cohésion. C'est beaucoup l'entraîneur, Luis Enrique, qui lui-même a été un joueur honoré plusieurs fois, médaille d'or avec l'équipe espagnole à Barcelone, c'était en 92, mais qui a joué pour le Real Madrid, qui a joué pour Barcelone et qui a insufflé à cette équipe très inspirante une énergie, une cohérence, une rapidité. Il fallait voir les passes. Je parlais avec des gens qui connaissent ça beaucoup mieux que moi ce matin. Ils disaient, écoute, les passes entre eux, c'est comme presque un tir au filet, tellement ça va vite, tellement la vélocité est grande et ça a complètement désarmé les briscards de Milan, équipe réputée, équipe avec beaucoup d'expérience, mais complètement dominée. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Ça s'est conclu sur les Champs-Élysées hier, un défilé, une parade devant 110 000 personnes, trié sur le volet dans le sens où on a dû attendre très longtemps. On a fait entrer 110 000 personnes, c'était la jauge, et après ça, les champs étaient interdits. Pour une bonne raison, le préfet de police à Paris menaçait d'interdire ce défilé, cette parade, si la veille, les choses tournaient mal. Or, les choses ont très mal tourné. C'est terriblement disgracieux. Moi, j'ai fait le choix d'aller assister au match dans un petit café-resto à côté du Parc des Princes, où joue normalement le PSG, mais qui était plein à craquer. Les gens avaient payé jusqu'à 150 € pour voir le match dans le stade sur un écran géant. Donc, je suis allé le voir là. J'étais à côté. Donc, c'était une ambiance de fête, mais en même temps tendue, avec des pétards qui explosaient partout. Et au premier but, alors là, c'est la bonne nouvelle, tu as l'impression que le pays entier crie en même temps Hourra. Toutes les fenêtres ouvertes, ça hurlait et on entendait le stade. Tout va bien. Quelques minutes après, ça se met à vraiment tourner à ce qu'il y a de pire, ça dévisse. Et là, on voit autour de nous arriver des bandes. Alors, c'est pas organisé, c'est pas synchronisé. Quand je dis des bandes, c'est 10, 15, 20 jeunes qui ont absolument pas rencontré encore la police, qui sont des supporters, si tu veux, mais qui viennent armés de battes de baseball, de bouteilles vides dans leurs mains, de barres d'acier. Là où j'étais, les Donc, ils ont des restaurateurs ont dit, intentions autres que la simple ben, célébration du sport, là. évidemment, parce que ce matin, on disait c'est les policiers qui provoquent, ils attaquent au gaz lacrymogène avant même qu'il se soit passé quoi que ce soit. Alors moi, j'étais sur place et évidemment, il n'y avait pas un policier à l'horizon où j'étais de ma table et la rue était emplie de jeunes qui, encore une fois, je ne veux pas faire de généralité, mais avec clairement d'autres intentions que d'aller célébrer la victoire. Ils étaient cagoulés. J'en ai suivi un moment donné, je m'en allais vers le métro. J'avais devant moi un groupe d'une dizaine de jeunes. Ils étaient tous armés. Tu n'as pas envie de les doubler, tu n'as pas envie d'amorcer une conversation. Le restaurateur où j'étais a vidé la terrasse, a demandé aux gens de partir. Il tremblait dans ses chaussures. Il y avait une vieille dame qui n'était pas très loin. Alors, je précise, rien ne s'est passé. Il n'y a pas eu d'attaque concertée. Mais tu vois défiler des jeunes personnes qui sont armées.
tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il s'est passé ce qui devait arriver. Donc, une soirée qui a très mal tourné. J'ai fait quelques photos, un safari photo, Tintin en moi qui vit toujours. Le lendemain matin, alors là, ce qu'on voit pour ceux qui sont avec nous, c'est le type de barricadage que les grandes maisons près des Champs-Élysées, dans ce cas-ci, Tiffany, le bijoutier, mais c'était vrai partout, des grillages partout, partout, partout. Il y avait 5400 policiers qui avaient été déployés à Paris pour éviter la casse. Les Champs-Élysées étaient fermés depuis 19 heures et malgré tout, ça a très, très mal viré. Il y a eu 2 morts à Grenoble, une trentaine de blessés, surtout des policiers, des pompiers, des gens donc qui sont là pour venir en aide, qui ont été agressés, des images accablantes. Je fais une vidéo le lendemain matin pour donner peut-être une idée de ce qui s'était déroulé. Autour de chez moi, et là, on s'entend, là, c'est un recensement approximatif. J'ai vu plusieurs autos incendiées, des terrasses de restaurants, place où je déjeune souvent, qui étaient complètement disparues, carbonisées. Et ça a été vrai à Paris, mais ça a été vrai ailleurs aussi en France. C'est désolant parce que ce que ça te donne, c'est pas la première fois que ça arrive, ce que ça te donne comme impression, je t'en avais parlé, je pense, il y a 3 semaines, quand le PSG a gagné en demi-finale, c'est que le pays est assis sur un baril de poudre et que quel que soit le prétexte, ça pourrait exploser. C'était arrivé au printemps 2023 quand un jeune homme avait été interpellé par des policiers et abattu, Naël. Les banlieues et la ville s'étaient embrasées. Il y avait eu des pillages et c'est ce qui s'est passé samedi. Alors évidemment, sans qu'il y ait une arrestation d'un jeune homme comme c'était arrivé en 2023, mais que ce soit pour un événement sportif ou pour autre chose, on est dans un pays qui est à cran, à couteau tiré et où on cherche le prétexte et où aller affronter les policiers, c'est comme une corrida. D'ailleurs, les Champs-Élysées, c'est la question que je posais ce matin à certains de mes collègues, c'est comme si on avait prévu le coup. Tout est barricadé, tout est préparé, les policiers sont sur place, attendent ceux qui viennent fêter, je mets de gros guillemets, il y a toujours dans le lot des casseurs et ça se transforme en une nuit d'affrontement et c'est vraiment à qui sera le plus habile, qui va être capable de mieux narguer l'autre. Les policiers ne donnent pas leur place, perdent patience. Il y a des images aussi de ce point de vue très disgracieuses, mais ce n'est pas qu'à Paris, c'est arrivé partout, partout dans le pays. Alors, cette incroyable liesse, ces Français qui, tu as déjà vu des images quand c'est la Coupe mondiale, que ce soit à Petite-Italie, sur l'avenue du Parc, partout où on regarde les matchs, l'espèce d'excitation des Italiens, enfin des Européens, il y a des Québécois évidemment, alors il y a des Québécois d'origine italienne, française, portugaise, mais il y a une espèce de solidarité, ça fête. Alors ici en France, les fans, c'est des hyper fans. Ils sont fous braques de leur sport. Ça a klaxonné pendant 24 heures après la victoire, mais à travers ça, il y a quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs dans le monde beaucoup, c'est ces débordements systématiques et qui donnent froid dans le dos. Je suis revenu en métro ce soir-là, sciemment, de la ligne de métro qui part du Parc des Princes. Le métro bougeait sur lui-même, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de gens qui chahutaient qu'on a l'impression que sur le rail, il sautait. C'était plus que bruyant. Il y a des gens qui étaient évidemment très inquiets. Quand je suis sorti au Trocadéro, il y avait derrière moi une bande qui poussait et qui bousculait les gens. Et tu arrives au haut des escaliers. Alors, c'est un spectacle qu'on ne connaît pas chez nous. 40, 50 policiers qui ont l'air plus voyous que les voyous, des armoires à glace, avec des chiens. Puis d'un côté, tu te dis, ouf, ça fait du bien parce que je commençais à être inquiet. Puis en même temps, tu te dis, mais dans quel monde on vit? Parce que c'est un spectacle tout aussi inquiétant. Et c'est le rapport de force entre des gens qui se regardent et qui finalement finissent toujours par s'affronter. Je ne parle pas de la majorité des Français, je parle de ces gens qui veulent casser et de policiers qui sont prêts à le faire. Donc voilà mon week-end parisien. Et devant tout ça, un très, très beau match de foot avec hier des célébrations extraordinaires pour appuyer, applaudir cette équipe. Il y a eu des attaques des forces russes par l'Ukraine, en fait, quand même pas mal de dommages causés, entre autres, à des avions russes. En tout cas, si on se fie au rapport qu'on a, là, pas mal de dommages à des avions russes. L'armée ukrainienne qui a lancé une nouvelle offensive. Ça ressemble un peu à l'opération des Israéliens sur les téléavertisseurs et les téléphones qui avaient été piratés. Une opération des services secrets de l'armée ukrainienne menée
préparé depuis très, très longtemps, de longue date, mené de main de maître aussi, disons-le. Ils ont réussi à placer pendant des longs mois, à faire d'abord entrer des drones de combat sur le territoire russe qu'on présume évidemment surveiller. Les services secrets russes ne sont pas inactifs. Faire en sorte que des camions, des semi-remorques se retrouvent à proximité de bases militaires, pour certains 4 de l'aviation militaire russe et une base militaire de la marine, et qu'à un moment, de façon coordonnée, dans plusieurs fuseaux horaires, et après avoir exfiltré ceux qui avaient organisé le coup, les avoir fait sortir de Russie, quoique les autorités disent avoir fait des arrestations, lancer cette attaque de drones qui est documentée parce que ces drones, évidemment, envoient des images, qui se sont attaqués à des avions. On parle d'avions de combat qui étaient apparemment pas du tout, très mal protégés, des bombardiers. Les Ukrainiens, c'est dans la guerre de la propagande, parlent de milliards de dommages infligés aux forces russes. Les Russes ont confirmé que de leurs avions s'étaient enflammés. Sont-ils pour autant détruits? Ça en donne l'impression. Et ça a des impacts au-delà de toute Ben, la chose. facture monte vite. Je sais pas si c'est 1 milliard, mais la facture monte vite à perdre des avions de combat, là. Ah, c'est évident. Et même si les coûts de construction en Russie ne sont pas exactement ceux pour nos avions, parce que c'est une autre logique économique, mais c'est surtout une démonstration de vulnérabilité. Les Russes vont éventuellement, sinon nécessairement réagir. Comment? Ça pourrait être costaud. Il faut voir aussi qu'en ce moment, les Russes et les Ukrainiens se retrouvent à Istanbul pour parler de paix. Comment ça va se passer? J'en ai aucune idée. C'est extraordinairement humiliant pour Vladimir Poutine. C'est pas un black eyes, c'est pas un œil au beurre noir, c'est 2 yeux au beurre noir, puis un Charlie Horse. Ça fait mal. Et ça fait beaucoup mal à l'orgueil du tsar, qui n'aime certainement pas l'idée d'avoir été exposé pour sa vulnérabilité. Et ça entame aussi la capacité stratégique des États-Unis dans un contexte de tensions vives sur le nucléaire entre des puissances qui se regardent. Je parle évidemment des Américains et des Russes. Les Tupolev 95, qui ont été attaqués par ces attaques de drones, par ces drones, sont des bombardiers nucléaires à long rayon d'action. Alors, dans la triade stratégique, tu as les sous-marins, tu as les missiles intercontinentaux, puis tu as les avions capables de porter le feu nucléaire en territoire ennemi. Là, il y a une partie de cette capacité russe qui est entamée. Je peux imaginer que ça les préoccupe beaucoup. Et ce que ça dit, c'est que nous sommes en Amérique du Nord, imagine, société ouverte, faire rentrer des drones et de les déplacer sans qu'on soit trop inquiété et de les positionner pour une attaque à un moment précis, pointu. Imagine un conflit. Si j'étais américain, je me poserais la question. Tu as un conflit qui commence demain avec une puissance, ne la nommons pas, qui a au préalable réussi à positionner des drones à proximité des principales bases aéronavales, bases aériennes, et qui les attaque. C'est Pearl Harbor, sans avoir à déplacer de troupes, et tu peux désarmer, ajoute à ça l'intelligence artificielle, la capacité de rentrer dans les réseaux, tu peux désarmer et détruire une partie de la capacité militaire de l'adversaire sans avoir engagé un seul soldat. Je suis certain, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un silence. L'affaire est inversement proportionnelle à sa gravité dans les médias. C'est-à-dire que les médias en parlent, mais je pense que c'est beaucoup plus inquiétant qu'on ne le dit. Et si j'étais au Pentagone, si j'étais au ministère canadien de la Défense, imagine nos deux petits bateaux, nos 2 corvettes, notre capacité militaire sur mer qui est soudainement attaquée à Halifax et ailleurs. On pourrait désarmer le peu que nous sommes en quelques drones. Et ça, c'est une nouvelle affaire dans le calcul de ce que sont les enjeux militaires. Stéphane, merci beaucoup.